Bonsoir à tous. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien. On va être en live ce soir avec Julie Bourges. Son pseudo sur TikTok c'est 12 février et elle va nous raconter son histoire. Alors normalement elle a lancé aussi un live de son côté vu qu'on va participer à ce duo. On va faire un duo live ensemble avec Julie Bourges. Elle va nous raconter son histoire. Donc elle va pas tarder à arriver je pense. Je vérifie. C'est la première fois qu'on fait ces lives en duo. Alors, je pense qu'elle va rapidement arriver sur ce live. Donc du coup, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur son histoire, ce qu'elle a traversé, parce que Julie, elle a été brûlée sur une large partie du corps. Elle s'est battue avec force, elle est devenue mannequin. Elle va nous raconter tout son parcours, nous donner aussi ses conseils, des phrases, de la positivité, de la bienveillance. Donc normalement, elle devrait arriver dans un petit instant. Alors, ne bougez pas. Tac, tac, tac. Alors c'est vrai que c'est toujours des petites choses techniques comme ça qui peuvent prendre un petit peu de temps. Voilà, on va passer 1 heure ensemble à discuter avec Julie sur son histoire, son parcours. Alors, ne bougez pas. Je vais juste la prévenir à distance qu'on a lancé le live. Hop. Et on va pouvoir l'inviter. Et donc je vais en profiter pour me présenter. Donc moi je suis Caroline Delavaux, je suis journaliste à France Télévisions et sur ce compte, toutes les semaines, je vous raconte le parcours de personnalités inspirantes qui ont vécu des épreuves. Hop, alors, un instant, qui ont vécu des épreuves et qui livrent des témoignages inspirants. Alors, normalement, Julie est en live. Hop. Les grandes premières, il y a toujours des petites choses comme ça techniques. Hop, hop, hop. Je vais juste lui demander. Hop. Ah, c'est parti. Alors, je vois un message. Alors, je vais demander à Julie de pouvoir nous inviter parce que je vois qu'il y a un petit souci sur l'accès aux fonctionnalités. Je demande juste à Julie si elle arrive. Hop. Parce qu'en fait, c'est un peu particulier parce qu'il faut qu'elle ait l'autorisation de passer en duo. Et ça peut prendre un petit bout de temps. Mais c'est pas grave, on a tout le temps devant nous. Voilà, co-hébergement en cours. J'ai l'impression que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Co-hébergement en cours. Alors, co-hébergement en cours. Alors, Ah, c'est parfait. Salut Julie. Je suis désolée pour ce retard, Mais mais je je t'en... suis clairement Non, mais une boomer de TikTok, c'est grave. ben, tu sais que nous, c'est la première fois qu'on fait ce live en duo. Donc aussi, pareil, là, si tu veux, j'ai passé 5 minutes à me demander comment ça fonctionnait. Mais là, c'est bon, je te vois, je t'entends. Tu Non, mais m'entends bien? si tu. Ouais, je t'entends super bien. Est-ce que tu Ah, m'entends bien? super. Ou est-ce que je mets des Oui, écouteurs? moi, je t'entends super bien. Je demande Parfait. à ceux qui nous voient, qui nous regardent, s'ils nous entendent bien. Mais je pense que oui, Ouais. parce que moi, mon équipe, il n'y a pas de, y a pas de souci. Ok, parfait. Ouais, bah désolée, mais en vrai, je vous jure, je suis tellement une meuf d'Insta à la face. Mais oui, J'ai une déformation c'est vrai. professionnelle. C'est vrai que tu es plus habitué à Insta que Ouais, TikTok, de c'est ouf. vrai. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je me représente. Moi, je m'appelle Caroline Delavaux, je suis journaliste pour France Info. Et chaque semaine sur ce compte TikTok, je raconte l'histoire de personnes inspirantes que vous connaissez ou non, qui ont vécu des épreuves et qui se sont relevées. Et c'est ton cas, Julie, puisque tu as été brûlée sur une large partie du corps en 2013. Tu t'es battue avec beaucoup de courage, tu es devenue influenceuse et on avait très envie que tu nous racontes ton histoire ce soir. Donc vous qui nous regardez, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live. Julie, tu vas nous raconter ce qui s'est passé ce 12 février 2013
Avant, est-ce que tu pourrais nous raconter quel genre de jeune femme tu étais avant cet accident? Quelle vie tu menais au quotidien? Ouais, carrément. Bah, en fait, avant l'accident, je pense que pour le coup, il y a peut-être beaucoup de jeunes sur TikTok qui peuvent s'identifier à la jeune personne que j'étais. Mais enfin, c'est vrai que moi, j'étais une jeune fille vraiment insouciante. J'avais 16 ans, je vivais ma meilleure vie. J'avais pas de complexe, plein de copains, plein de copines. Et vraiment, pour moi, les années lycée, c'est les plus belles de toute ma vie, quoi. J'ai vraiment surkiffé le lycée parce que voilà, j'étais méga entourée et parce qu'on s'est créé plein de souvenirs. C'est les premières soirées, les premières bêtises. Euh, les premières fois qu'on sèche les cours aussi, alors prenez pas exemple. Mais non, mais c'est vrai que j'étais vraiment dans ma bulle d'adolescente, c'est ce que j'aime bien dire. Ouais, il y avait vraiment une forme d'insouciance en fait. Ouais, totalement, totalement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce 12 février 2013? Et bah, le 12 février 2013, en fait, donc du coup, j'avais 16 ans et c'était le carnaval organisé par mon lycée. Donc je pense que s'il y a des jeunes qui nous suivent ou qui regardent ce live, bah, vous connaissez sûrement les carnavals organisés par le lycée ou par les collèges. Bah, du coup, c'est une journée qui est trop cool en plus parce que c'est une journée généralement où on n'a pas beaucoup cours, donc on surkiffe. Et on se lâche Et un peu. ouais, carrément, bah, du coup, on s'était déguisé en mouton avec ma meilleure amie. Et en fait, on avait collé du coton sur du jean avec du scotch double face. Et on avait fait ça vraiment sur tout le corps. Et en fait, à ce moment-là, moi, quand j'avais 16 ans, donc j'étais fumeuse. Donc, je fumais au lycée, enfin voilà, avec mes potes, etc. Vraiment la vie d'ado, bien que ce soit pas un exemple non plus. Et en fait, j'ai fumé toute la journée, comme d'habitude, dans mes heures de pause. Et il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est à la fin de la journée, en fait, enfin, au moment de remonter chez moi, j'ai une pote qui me demande qu'on fume une dernière cigarette ensemble avant de remonter à la maison. Et donc, on fume cette dernière cigarette ensemble. Et c'est sur cette dernière cigarette, en fait, que mon costume a pris feu. En fait, la fraise de la cigarette est tombée sur mon costume. Et en fait, vu que c'était un costume qu'on avait fait à la main, il n'était pas omnifugé. Donc, ça veut dire qu'il pouvait prendre feu, tout simplement. Ce qui est très rare avec nos vêtements. En fait, enfin, aujourd'hui, on a des vêtements qui respectent des normes européennes où c'est très rare qu'un vêtement comme ça prenne feu ou alors il faut vraiment approcher un briquet, etc. Mais voilà, si vous faites tomber un bout de cigarette, un bout de fraise sur votre vêtement, à la limite, ça fait un trou, mais pour que ça prenne feu, il en faut. Ouais. Or là, c'était vraiment un costume voilà, qu'on avait fait à la main avec du scotch double face, donc il y avait aussi des matières inflammables. Et en fait, voilà, la fraise de la cigarette est tombée sur le costume et il s'est enflammé sur moi. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est ma pote qui était assise à côté de moi qui me l'a fait réaliser, puisqu'en vrai, moi, j'étais totalement ailleurs. Je regardais pas du tout mes Ouais. jambes ou quoi. Et j'ai pas du tout senti la chaleur directement. Et en fait, au moment où je regarde mes jambes, les flammes étaient déjà genre super hautes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est soit genre je tape sur les flammes, mais genre en fait, je me brûle les mains, soit je sais pas quoi. Et en fait, à ce moment-là, mon seul réflexe, ça a été juste de me lever, de courir pour essayer d'éteindre le feu. Parce que, en fait, quand on a peur de quelque chose, le réflexe humain, c'est de courir. Ouais, bien sûr. Sauf que de courir, en fait, avec le feu, ça ne fait qu'attiser les flammes. Le vent attise le feu. Donc, ça a été super compliqué de m'en défaire, si je peux dire. J'ai essayé de me rouler par terre. Et en fait, quand je raconte tout ça, enfin, pour moi, c'est autant une éternité qu'une fraction de seconde. Parce que je pense que l'accident, Ouais. il a dû être, je sais pas, 1 minute 30 à tout péter. Mais pour moi, c'est aussi ma vie qui défile et ce truc de vas-y, reste en vie. Enfin, faut pas que tu tombes dans les pommes, faut pas que tu meurs. Il y avait Il y a la un vrai douleur, il instinct y de avait. survie en fait qui Ouais, s'est mais en fait, réveillé quoi chez toi. mais totalement. Puis il y a eu la douleur, il y a eu l'instinct de survie, il y a eu l'adrénaline dans tout ça qui me disait vas-y, il faut que tu restes, faut que tu restes là. Et Mm. voilà, donc l'accident lui-même, ça a été ça. Les pompiers sont arrivés, j'ai pas du tout perdu connaissance. Je me rappelle de mes parents qui arrivent aussi, etc. Tu te Et souviens de tout en fait. ouais, totalement, j'ai pas perdu Ouais. connaissance. Ce qui était assez ouf en fait dans cette histoire, c'est que quand mes parents ils sont arrivés, j'ai vraiment encore une fois l'insouciance d'une enfant de 16 ans qui ressort et je me dis, putain, j'ai fait une grosse connerie, quoi. Je vais me faire Ouais. buter parce que, en fait, mes parents savaient pas que je fumais à ce moment-là. Et j'avais juste l'impression d'avoir fait une énorme connerie. Et je me rendais Oui, pas du tout alors qu'en compte. fait, Ouais, ils je me allaient certainement pas te gronder en fait, enfin ouais, te non, mais dire quoi que carrément. ce soit à ce Et je me moment-là rendais quoi. pas compte du tout de la gravité de ce qui venait de m'arriver, puisqu'encore une fois, j'ai pas Mm. perdu connaissance. Et voilà. Et le dernier souvenir que j'ai de cette journée, c'est les pompiers qui m'endorment, en fait, dans leur Ouais. camion, un masque qui se pose sur mon visage et je m'endors. Ouais, pour soulager la douleur qui était, j'imagine, Ouais, totalement. enfin inimaginable. Je pense que la douleur était Ouais, bah, inimaginable. enfin, moi, du coup, je le perçois plus comme ça, mais sur le fait, Ouais, oui. bien sûr. Après, tu as été hospitalisée, donc Ouais. placée dans un coma artificiel pendant 4 mois. Qu'est-ce que tu Mm. gardes comme souvenir de cette période? Parce qu'un coma, c'est vraiment particulier. Je sais que parfois, il y a des gens qui ont des souvenirs, qui Mhm. entendent leur famille. Est-ce que toi, tu as vécu ce genre de situation ou pas du Ah ouais, tout? totalement.
Moi, j'ai totalement vécu ce genre de situation. Donc, j'ai été placée dans un coma artificiel et j'y suis restée pendant 3 mois. J'aurais jamais dû rester 3 mois dans le coma artificiel. C'est juste que du coup, on pouvait pas m'en sortir parce que si, enfin, en fait, il y a une différence entre un coma et un coma artificiel. Un coma, on le décide pas, et un coma artificiel, c'est le corps médical qui décide de nous plonger Ouais, dedans, tout c'est ça. simplement pour pas souffrir ou pour faire des soins, etc., ou pour éviter qu'on bouge aussi, tout simplement. Et enfin, nécessaire à la cicatrisation souvent. Et en fait, moi, on n'a pas pu me sortir de ce coma artificiel parce qu'il y a eu beaucoup d'infections, beaucoup de complications qui faisait que si on me sortait de ce coma, littéralement, je mourrais. Donc en fait, mon pronostic vital engagé est resté, enfin, mon pronostic vital, pardon, est resté engagé pendant 3 mois. Mes parents ne savaient pas si j'allais vivre ou mourir vraiment pendant 3 mois. Et du coup, pendant cette période-là, où en fait, moi, j'étais droguée, donc endormie aux médicaments et aux drogues, en fait, moi, dans ce moment-là, il y a des moments où j'entendais vraiment mes parents, où j'ai des souvenirs. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette sensation de vaciller un petit peu entre deux réalités. La réalité, donc notre réalité à nous, et puis une autre réalité où c'est plus un rêve et où on a l'impression qu'en fait, si on lâche, et ben, on part vers ce rêve. Et c'est souvent ce que Ouais. les gens décrivent comme la mort, en fait. Et pour l'avoir vécu, ça a presque un côté apaisant, entre guillemets. Mm. C'est quelque chose, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, d'assez doux au final. Mais voilà, je sentais vraiment qu'en fait, c'était de ma propre volonté de retourner avec mes parents, quoi. Ouais. Et pendant ce coma-là, tu as été très soutenue, il me semble, par ta famille, par tes proches. Ça, j'imagine que ça a été fondamental pour toi pour t'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es réveillée? À quoi tu as dû faire face? J'imagine à des cicatrices, un nouveau corps Mhm. qui a changé. En plus, Ouais. tu étais très jeune, donc je pense que quand on est adolescente et qu'on on découvre un nouveau corps, c'est aussi très compliqué parce qu'on est en pleine construction de soi. Comment tu as vécu cette découverte? Enfin, oui, c'est une découverte. Ouais, c'est Je ne sais pas ouais, si. et puis une déconstruction aussi au final, parce que j'ai déconstruit, enfin, il y a vraiment tout ce côté tout ce que je connaissais de moi avant, donc quand j'avais 16 ans et quand j'étais adolescente, au final, le 12 février, on me l'a enlevé. Et quand je me suis regardée pour la première fois dans un miroir, en fait, ce que je voyais à travers le miroir, bah, c'est simple, en fait, je me reconnaissais pas. Et ce qui a été très dur aussi, c'est de découvrir ces cicatrices sur mon corps à moi, parce que j'avais jamais vu des cicatrices comme ça. Je connaissais pas de grands brûlés en fait avant moi. Ouais, J'avais jamais vu de brûlé, donc ça a été encore plus dur de découvrir ces cicatrices sur moi-même, parce qu'à la limite, si je savais ce que c'était, peut-être que je l'aurais un peu plus appréhendé. Donc j'ai eu 1000 questions qui sont passées. Enfin, déjà, est-ce que mes cicatrices, elles allaient évoluer? Est-ce qu'elles allaient rester aussi rouges? Est-ce que mes cheveux, ils allaient repousser parce qu'on m'avait rasé la tête, donc j'étais chauve? Et c'est en fait, on m'a enlevé un peu tous mes symboles de féminité, tout ce à quoi je bien sûr. m'attachais. Et j'étais pas quelqu'un de superficiel, mais j'étais quelqu'un, je pense, comme beaucoup d'ados, attaché à son physique, puisque Bien en sûr. vrai, à ce moment-là, on se construit exactement. Et j'étais vraiment attachée à ce que je renvoyais. Surtout que au collège, enfin ça, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais le collège n'a pas été une période très facile pour moi. J'en ai pas souffert, mais c'est vrai que moi, j'étais plus petite que mes copines. J'ai eu mes règles beaucoup plus tard. J'ai été toujours la petite du groupe, j'ai eu les bagues, les dents en avant, enfin, et beaucoup de différences. Enfin, moi, mes copines, elles mettaient déjà des soutiens-gorge, moi, j'étais encore plate de ouf, quoi, et je me sentais vraiment différente. Et c'est vraiment au Ouais. lycée que j'ai commencé à m'accepter, et au moment où je commence à m'accepter, j'ai cet accident qui vient un peu, Qui vient bah, bouleverser ta vie, ta ouais, construction, en fait, ton identité, exact, ouais. exactement, ouais. Donc, ouais, très J'imagine. dur de se réveiller différente. La peur enfin, ce qui s'est passé, c'est le regard des gens. Que Ouais. je connaissais pas du tout, puisqu'avant, en vrai, j'étais une petite blonde aux yeux bleus avec la peau parfaite, des jolies fesses. Enfin, j'étais gymnaste en plus de ça, donc enfin, je veux dire, j'avais rien à envier à personne. Enfin, j'étais très bien avec moi-même et je m'acceptais totalement comme j'étais, sans être narcissique ou quoi que ce soit. Mais je connaissais même pas les complexes en fait. Je me trouvais Ouais, tu bien étais en tout fait. à fait à l'aise Ouais, avec ce que totalement. tu étais, avec Ouais, ton physique. ouais, Ouais. absolument. Et quand tu es sortie du coup de ce coma, comment tu as réussi à garder cette force? Parce que j'imagine tu passes par plusieurs étapes. Le déni, la sidération, la colère aussi. La colère Ouais. de se dire mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Qu'est-ce qui t'a aidé à te dire ok, c'est un truc horrible qui m'est arrivé, maintenant qu'est-ce que je vais faire pour accepter ce nouveau corps? Qu'est-ce qui t'a donné la Ouais. force en fait? Il y a beaucoup de choses qui m'ont donné la force de m'en sortir. Après, je suis longtemps restée quand même dans un sentiment d'injustice, en fait, au final, parce que j'avais jamais rien fait de mal, j'ai jamais défié la vie. J'ai eu beaucoup de mal aussi, après mon accident, à voir, par exemple, des jongleurs de feu ou des choses comme ça, qui, eux, s'amusaient clairement avec le feu, alors que moi, j'avais rien demandé et ça me tombait dessus.
Ce qui m'a aidé déjà, d'une part, le sport, parce que j'ai été gymnaste pendant Ouais. 10 ans et forcément, ça m'a créé un mental un petit peu guerrière et ça m'a grave aidé pour remonter la pente. Ma famille, mes amis, le fait d'être entouré, je Mmh. pense que ça, c'est la clé principale quand on va mal, de s'entourer et de ne pas rester seul. Bien que des fois, être seul, ce soit nécessaire, mais le fait d'être entouré, là encore plus. Et au-delà de tout ça, je pense que ça a été les réseaux sociaux derrière qui ont été vraiment une véritable thérapie pour moi. Et le sport, tu as pu en refaire tout de suite ou parce que j'imagine Ouais. qu'il y a de la rééducation, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand on est granulé, il y a une grande période de, ouais, de rééducation. Ça s'est passé. En fait, sur combien de mois, même combien d'années il t'a fallu pour vraiment reprendre le sport pour, combien de temps Bah, en il a fait, fallu? pas fait les choses comme tout le monde. J'ai pas vraiment écouté mes médecins. Moi, je suis un peu une, je suis un peu, ouais, tête dure, quoi. Je suis vraiment, voilà, un petit scorpion pour ceux Mais c'est qui ce aiment qui bien. te sauve aussi, en fait. C'est cette Mais force c'est de caractère aussi qui te permet d'avancer, qui ouais, t'a permis de surmonter tout ça. mmh, totalement et en fait, j'ai écouté personne sauf moi Ouais. et quelque part, ça m'a aidé. Ça aurait pu être dangereux, mais pour le coup, ça m'a aidé et ma rééducation, en fait, au lieu de la faire dans un centre de kinésithérapie ou dans un centre de rééducation, tout simplement, bah, je l'ai faite déjà à l'hôpital, donc pendant 5 mois, enfin j'ai eu 3 mois de coma, donc j'ai fait 2 mois de rééducation entière à l'hôpital. Au moment où j'arrivais à peu près à marcher, j'ai pu retourner chez moi et où j'avais cicatrisé. Je suis restée 2 mois à la maison, donc ça correspond à mes vacances d'été, en fait, juillet, août. Ok. Et en fait, en septembre, j'étais de retour au lycée et de retour au sport. Ouais, en fait, c'est super Euh, rapide. C'est voilà, hyper et en fait, rapide. quand j'ai revu mon chirurgien, il m'a dit, ouais, en fait, ta rééducation, ça a été la gym et tu as fait la meilleure rééducation qui soit, puisque tu as fait ta rééducation par ton sport. Et au final, je ne l'ai même pas senti passer cette rééducation, quoi. Ouais. Mm. Et j'imagine quand tu as quitté l'hôpital, donc avec une autre, enfin, oui, une autre apparence, un nouveau corps, comment tu as vécu un peu ce retour, entre guillemets, à la réalité, avec les vêtements, Mm. par exemple, je sais pas, l'été, quand on est en short, comment toi tu t'es senti dans ces moments-là? Est-ce que ça a été difficile ou pas? Ouais, ouais, bah, c'est le plus brutal, hein. Pour moi, ça a été le plus brutal, au-delà même de la rééducation, etc. Ce qui a été brutal, c'est le regard des gens, c'est le fait de laisser des robes au placard pendant 4 5 ans, de devoir mettre des écharpes en toutes circonstances pour cacher le cou. Enfin là, je parle vraiment comme ça, le cou, enfin avec même les bras, etc. Mais en vrai, il y a quelques années, j'aurais été sur ce live avec une écharpe et vraiment un manche longue jusqu'en bas du poignet. L'été, je l'appréhende encore, pour être honnête, parce qu'il y a toujours le regard des gens, etc. Mais j'ai tellement avancé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis capable de mettre des robes à bretelles, des débardeurs, des t-shirts. Alors que c'est des choses que j'ai laissées au placard pendant 5 ans et je mettais des jeans et des manches longues toute l'année, quoi. Ouais, c'est une victoire en fait. Ouais, ouais, totalement. Ouais. Et autour de toi, par exemple, quand tu es retourné en cours, est-ce que le regard de tes camarades a changé? Est-ce que comment tu as vécu ce retour-là? Il y avait beaucoup de bienveillance ou tu as eu l'impression parfois qu'il y avait un peu des comportements un peu Non, bah, je pense qu'il y a toujours un petit peu cette curiosité, pas forcément mal placée. Je pense que cette curiosité, elle est logique au final, mais en fait, tout le monde savait ce qui m'était arrivé. Enfin, je veux dire, j'avais fumé toute la journée, puis je connaissais beaucoup de gens au lycée. En vrai, j'étais beaucoup entourée au lycée aussi. Je vais pas dire que j'étais populaire, j'aime pas ce terme, mais en vrai, j'avais beaucoup d'amis au final. Et tout le monde. Et donc, en plus de ça, c'est tombé pile dans les périodes de TPE. Enfin, je veux dire, on Hmm. était en mode de bac un peu. On était en mode bac, donc en vrai, ça a chamboulé tellement de gens. Il y a des épreuves qui ont été déplacées. Enfin, je veux dire, ça a chamboulé tout le lycée au final. Et parce que cette journée de carnaval, on l'a vécu tous ensemble aussi. Il y avait des C'est ça. photos. Enfin, et au final, tout le monde savait ce qui m'était arrivé. Et quelque part, c'est ce qui m'a rassurée. Parce que au final, enfin, quand j'étais à l'hôpital, je recevais des vidéos de mes potes qui étaient au lycée au moment où moi j'étais à l'hôpital, qui finissaient du coup leur année scolaire. Et ils me disaient, vas-y, on t'attend l'année prochaine, quoi. On t'attend pour la terminale, on t'attend pour le bac, et vas-y, ramène-toi, quoi. Ouais, ça On t'a beaucoup t'attend. aidé en Et fait. C'est ouais, ouais, d'être ouais, entouré. de bienveillance-là, totalement, ouais. Et au niveau de l'intimité, des relations amoureuses, est-ce que ça a été un frein au début? Est-ce que tu t'es pas laissé... comment tu as vécu les relations amoureuses, quoi? Est-ce que ça a perturbé ou... Ouais, totalement. Bah, en fait, moi, j'avais déjà eu mes copains, j'avais déjà eu même des rapports avant l'accident. Je veux dire, moi, enfin, voilà, j'étais totalement bien avec mon corps, j'avais eu des copains, etc. Et en fait, quand j'ai eu l'accident, bah, je me suis plus mis avec personne pendant 2 ans.
Pendant Ah, 2 ans, je suis restée seule, alors que j'avais toujours eu tendance à avoir des copains, à être en couple, pas très souvent seule au final. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très, enfin, j'ai besoin du contact humain en fait au final, même encore aujourd'hui. Et, et en fait, pendant 2 ans, ben voilà, je suis restée seule parce que déjà, moi, je m'aimais pas, donc je voyais pas comment quelqu'un pouvait m'aimer. Et c'est une des erreurs que j'ai faites d'ailleurs sur ma première relation après l'accident. Et je tiens même à mettre en garde peut-être, enfin, s'il y a des filles qui m'écoutent là surtout, même des hommes en vrai, quand vous sortez en fait d'une épreuve qui est compliquée, n'essayez pas en fait d'attendre de la personne que vous aimez qu'elle comble en fait toutes vos failles et tous vos doutes parce qu'elle n'y arrivera pas. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on tombe en fait dans des relations qui sont toxiques, mm. d'attendre de l'autre qui comble nos failles si ça marche pas. Et bien souvent, c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Et ça, malheureusement, je l'ai appris à mes dépens. Et ça m'a fait grandir Ouais. aussi. Mais voilà, ouais, c'est ce que je tenais à dire parce que ça amène bien souvent des relations toxiques, beaucoup de possessivité, de jalousie et beaucoup de choses comme Ouais, ça. c'est Ouais. pas bon. C'est pas bon. Mm. Et aujourd'hui, tu cartonnes sur Instagram, sur TikTok aussi. Comment t'es venu le déclic de te mettre sur les réseaux sociaux en fait? Comment ça s'est développé chez toi, cette envie ou un besoin peut-être de s'exprimer sur les réseaux sociaux? Quand est-ce que tu as eu le déclic? En fait, j'écrivais beaucoup et je me suis dit que ça servait à rien d'écrire sur un cahier parce qu'en fait, au final, ce que j'écrivais, moi, je le savais déjà. Je me suis dit que ça pouvait peut-être bon de partager l'histoire avec d'autres personnes et peut-être que l'écran, en fait, cette barrière virtuelle, elle m'a aidé à me protéger aussi. Je me disais que si j'avais des retours négatifs, il serait peut-être plus facile à surmonter derrière un écran. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des haters, d'ailleurs, sur les Ouais, c'est réseaux. ça. C'est plus facile derrière un écran, en fait, de dire les choses ou En de les face. lire. Enfin, plus facile de les lire et plus facile de les dire, en fait, tout simplement. Et, et voilà, et donc du coup, j'ai fait ce pari un petit peu risqué sur les réseaux parce que si j'avais eu beaucoup de retours négatifs, 12 février, ça n'existerait pas, en fait. Et ça cartonnerait pas sur Instagram. Enfin, et voilà, et c'est Et aussi. t'as eu des messages vraiment de haters? C'est des choses qui t'ont fait du mal? Euh, Parce que enfin, j'ai du mal à imaginer que des gens puissent envoyer des messages méchants comme ça. alors, pour le coup, ça arrête pas les gens parce que j'ai plein de potes à moi qui sont accidentés et qui ont des haters, vraiment. Ça arrête pas les gens. Moi, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais ni comment, mais j'ai une communauté qui est très bienveillante. Après, j'ai le répondant aussi qui va avec. Ça va un peu avec mon Ouais. caractère de De gymnaste et de scorpion, comme tu guerrier dis. et de scorpion, ouais. Ouais, J'ai ouais. toujours eu un tempérament à répondre, en fait, et je m'en fous, en fait, qu'on pense du mal de moi, je m'en fous qu'on m'aime pas, je cherche pas à être aimé tout le monde, je suis quelqu'un, dans le fond, qui est, enfin, qui se suffit à, je me suffis à moi-même, en fait, j'ai pas besoin que les gens me donnent leur approbation pour faire ce que j'ai envie de faire, sachant qu'en plus de ça, quand je fais quelque chose sur Instagram, généralement, ça plaît aussi à la majorité de ma communauté, et si ça plaît pas, Bien sûr. bah, ça reste une minorité. Enfin Mm. voilà, j'ai jamais eu de bad buzz ou quoi que ce soit. Donc je cherche pas leur approbation. Après voilà, j'ai juste du mal à comprendre à quel moment vraiment on va aller envoyer un commentaire négatif. Enfin, moi je sais que j'ai déjà vu des trucs où j'étais pas d'accord, où je trouvais ça même des fois genre hard. Enfin j'ai vu des trucs sur les réseaux où je me suis dit waouh, enfin, là, quand même. Mais en fait je me dis mais jamais je vais aller Bah prendre oui. la de laisser un commentaire ou d'aller envoyer un DM. En fait, c'est de prendre de mon temps. Et en fait, moi, c'est ça le truc des haters, c'est qu'en fait, je me dis, mais en fait, les gens me donnent de l'importance puisqu'au final, t'aimes pas ce que je fais, mais tu prends le temps de m'écrire que t'aimes pas ce que je fais et t'attends même que je te réponde. Et si je te réponds, tu me réponds. Donc au Ouais, ouais, final, ouais, c'est ça. de l'énergie pour rien. Donc ouais, moi, majoritairement, j'ai une communauté qui est vachement positive et j'ai beaucoup de chance pour ça, vraiment. Ouais. Et du coup, là, on a eu une question de Ouais. Cosmos. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer au-dessus du regard des autres après l'accident? Le fait de comprendre en fait que je pouvais pas interpréter le regard de quelqu'un. Ça m'a Mm. grave aidé de comprendre en fait que bah, demain tu es dans la rue, genre je veux dire quelqu'un peut te regarder parce qu'il kiffe ta chemise, parce qu'il kiffe ta coupe de cheveux, parce que C'est pas peut-être forcément les cicatrices, quoi. parce qu'il aime pas ta coupe de cheveux aussi, tu vois. Aussi, Mais en fait, ouais. je pense quelqu'un, encore moins quelqu'un qu'on connaît pas. Et bien souvent, ça c'est typiquement ce qu'on voit sur la plage. En fait, nous on est là, on focalise sur nos complexes. Donc moi typiquement, je vais aller sur la plage, je vais penser qu'à mes cicatrices. Mais genre, tu peux être sûr que la meuf qui fait, genre, qui me regarde, elle est en train elle-même de focaliser sur ses complexes en fait, sur Mais son petit oui, bourrelet, sur son nez tordu. Enfin, je veux dire, on focalise déjà tous sur nos complexes. Donc, on est tous comme ça. Et je me souviens qu'une fois, tu racontais, je crois que c'était sur le plateau de Faustine Bollard, ouais, une histoire assez incroyable où tu étais au restaurant et où ouais, un monsieur te regardait. Est-ce que tu peux la raconter? Parce que je l'ai trouvée ouais, très. totalement. Bah, j'étais à la table d'un resto et j'étais à table avec une pote.
Et j'avais en fait un mec, genre qui avait une trentaine, enfin une quarantaine d'années plutôt, qui me regardait vraiment de manière insistante. Et j'étais justement dans cette période un petit peu. Là, j'étais en colère contre la vie, j'étais en colère contre les gens. Je trouvais ça hyper injuste qu'on me dévisage de cette manière-là, alors qu'au final, j'étais juste accidentée. Et pour moi, enfin, un accident fait partie de la vie, au final aussi, malheureusement. Et voilà, et regard hyper insistant. Et comme le scorpion, du coup, que je suis, je me lève et je lui rentre un peu dedans en mode, bon, bah vas-y. Enfin, en bref, voilà, si vous avez une question, posez-la moi parce que là, votre regard, il est juste méga insistant. Et en fait, moi, ça me pèse. Enfin, c'est hyper malaisant, quoi. Ça me met mal. J'arrive même pas à manger, voilà. Et au moment où je lui ai parlé, en fait, il a reconnecté un petit peu avec la réalité. Donc, comme s'il était un peu dans les nuages, quoi. Et il bug. Et il me dit que, voilà, il est désolé, mais qu'en fait, sa nièce, elle est à l'hôpital, qu'elle a été brûlée et qu'il espère tout simplement que le jour où sa nièce, elle sortira de l'hôpital et qu'elle grandira, parce que sa nièce était très jeune, du coup, bah, elle deviendrait aussi jolie que moi. Et là, bah Mm. ouais, j'ai pris la claque de ma vie, puisque là où je pensais, enfin, c'était une belle leçon de morale, puisque là, moi où je pensais qu'il me jugeait pour mes cicatrices parce que j'étais différente, parce qu'il trouvait ça moche, ou etc., lui, il espérait que le jour où, si sa nièce d'ailleurs sortait de l'hôpital, bah, elle devienne aussi jolie que Mm. moi avec mes cicatrices. Et donc là, je me suis dit, ok, bah, en fait, voilà, je peux pas interpréter le regard des gens. Et ce monsieur, fatalité, bah, il m'a vachement appris bah, que je pouvais pas me fier à tout ça, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. Je trouve que c'est une très, enfin, c'est vraiment un super, super beau message. Donc, tu as commencé sur Instagram. Au début, qu'est-ce que tu postais? Des jolies photos de... Comment ça a commencé en fait? Tu mettais des posts pour raconter ton histoire? Comment tu as Ouais, c'est commencé? un Et peu comment ça ça. a pris aussi après? Ouais. Bah, je mettais des posts pour raconter mon histoire. À ce moment-là, je faisais beaucoup de fitness. Donc, du coup, je postais vachement de photos de sport. Au final, le sport m'a vachement bercé. Et c'est en postant ce genre de photos, d'ailleurs, que le YouTuber Thibaut InShape est tombé sur mes publications. Et à savoir, du coup, qu'en fait, je regardais déjà les vidéos de Thibaut dans mon lit d'hôpital. Et c'est assez incroyable, puisque Thibaut, c'est devenu un ami aujourd'hui. Mais du coup, ouais, je regardais ses vidéos dans mon lit d'hôpital et je me disais, putain, ouais, il est hyper motivant. Enfin, le mec, il amène vraiment un coup de boost, etc. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais moi, l'humain, Mais toi, en tel que tout je le cas, connais, c'est... Ouais. voilà. Et en fait, bah, du coup, un jour, Thibaut, il me contacte et il me dit, vas-y, est-ce que tu serais partante pour bah, raconter ton histoire bah, via ma chaîne YouTube? Et là, j'étais choquée, puisque moi, au final, il avait fait partie aussi de mes motivations, de mon envie de me mettre au fitness, etc. Et je me suis dit, ok, bah, vas-y, c'est parti, quoi. Et ça a été le premier coup de boost, on C'est va dire, bah, d'Instagram, quoi. qui t'a aidé. Et donc, Ouais. sur Instagram, on voit maintenant tu as 571 000 abonnés, Mm. ce qui est énorme. J'ai vu une de tes dernières publications où tu remercies Instagram parce qu'il y a encore quelques années, les photos où on voyait tes cicatrices étaient censurées. Ça, Ouais. c'est une réalité, c'est vrai, ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé, ouais. J'ai Instagram qui a censuré un jour une de mes photos. C'était une photo où je sortais de l'hôpital. Donc, en fait, j'avais les cicatrices qui étaient. Et je vois qu'il y a des grands brûlés d'ailleurs, donc ils vont savoir de quoi je parle. En fait, je sortais de l'hôpital, donc mes cicatrices étaient très rouges, très boursouflées. En fait, très rouges, un peu comme un gros coup de soleil, quoi. Mais en plus de ça, la photo, elle était prise de loin et j'étais sur mon canapé, genre bandée de la tête aux pieds avec mon chien. Enfin voilà, c'était vraiment une photo. En plus de ça, j'ai le smile, je suis chez moi. Enfin, en fait, je suis juste contente d'être rentrée chez moi à ce moment-là, quoi. Et en fait, j'ai posté cette photo sur Instagram parce que j'avais envie d'écrire en fait un texte à cette jeune fille que j'étais. Et j'avais écrit par exemple, bah voilà, j'aurais voulu te dire bah, que ça va bien se passer, que tes cheveux ils vont repousser, que tu vas reprendre du poids, que tu vas reprendre la gym, que tu retrouveras l'amour. Et en fait, j'ai écrit à cœur ouvert, quoi. Je me suis lâchée sous cette photo parce que j'avais vraiment besoin de le sortir. Et en même temps, c'était un message aussi d'espoir à d'autres grands brûlés qui pouvaient lire ce message en mode, bah putain, oui, si elle l'a fait, moi je peux le faire aussi. Et il n'y a, pas, y a pas de limite. Et en fait, Instagram a censuré ma photo. Donc, ils l'ont pas supprimée, mais ils l'ont placée en contenu sensible, en fait. Et Mais en fait, ça a été ce qui est super. hyper violent pour toi, en fait, de voir En ça. fait, ça a Enfin, été. Alors, heureusement que ça m'est arrivé et j'avais déjà genre 400 000 abonnés. Enfin, j'étais déjà. Ouais, j'étais quasi autant suivi que maintenant, à 100, 200 000 abonnés près, mais j'avais déjà une énorme communauté sur les réseaux. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été grave en colère parce que je me suis dit, mais ce que tu laisses entendre en fait aux gens qui utilisent Instagram, et là en censurant ma photo, ça veut dire qu'en fait à ce moment-là,
quand j'avais mes cicatrices rouges, j'aurais pas dû sortir de chez moi pour pas choquer les gens, en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais les cicatrices, ça, c'est pas choquant au final. C'est choquant parce qu'on les montre pas et parce qu'on en fait un côté tabou. Mais si on les montre, ça a rien de choquant et ça fait partie de la vie, quoi. Et du coup, ça m'a Bien tellement sûr. énervée que voilà, genre, j'en ai fait des textes, j'en ai fait des messages, j'en ai parlé, etc. Mais jusqu'au jour où en fait Instagram eux-mêmes m'ont contacté, donc Instagram US, hein, le truc avec tous les maximum d'abonnés, là, je crois que c'est genre 300 millions, enfin, c'est un délire quoi. Bah, du coup, ils m'ont contacté. En fait, ils me voulaient en exemple pour la journée de la femme. Donc, ça, c'était l'année dernière. Ça va faire un an. Et en fait, Instagram même a partagé mon histoire et a partagé une photo de moi sur leur compte qui a fait genre des millions de likes. Et là, pour moi, c'était une revanche, quoi. Et je me suis dit, Ouais, sacrée revanche, ok, ouais. je me suis dit, voilà, là, je tiens ma revanche parce qu'au final, ceux qui m'ont censuré me mettent vraiment à l'honneur et en avant. Donc, ouais, ça a été une bonne manière de relever la tête et de prendre une revanche. Ouais. Et à quel moment les marques ont commencé à te solliciter pour Les faire, marques, ça. parce que tu fais du mannequinat en fait, on peut. C'est vrai que Ouais, sur les réseaux sociaux c'est plus, mais c'est du mannequinat en fait. À quel moment ouais. ils ont commencé à te contacter? Ça a commencé, bah, à savoir que moi, quand j'ai commencé Instagram, ça n'existait pas encore, les placements de produits, enfin pas de cette manière-là, pas encore. Du coup, je crois que mon premier placement de produit, vraiment, c'était en 2017. Ouais, en 2017. Et du coup, ça a été mon premier placement de produit. Je me rappelle, j'avais été payée 80 euros pour faire, j'avais été payée 80 euros pour faire une photo avec des produits que j'adorais en plus. Et je trouvais ça dingue. Je me suis dit, waouh, attends, je suis payée. En plus de ça, à ce moment-là, je bossais, j'étais saisonnière en station de ski, quoi. Et je me suis dit, waouh, j'ai été payée 80 euros pour faire. En gros, moi, je me disais vraiment pour faire une photo. Et je comprenais pas Ouais, tout l'engagement qu'il y avait derrière. En fait, je comprenais bien pas que la sûr, marque, elle est plus gagnante que moi, au final. Parce que la bien marque, ça sûr. lui coûtait pas, la marque, ça lui coûtait pas 80 euros derrière. Enfin, ça lui rapportait plus que 80 euros, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, bah, ça commence petit, ça commence après avec des marques qu'on voit un peu partout sur les réseaux. Et ça finit avec des Vénus, des Dove, enfin, voilà, Ce qui est énorme. Et ça ça va. montre aussi que la société aussi a évolué. Selon toi, même sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours eu un peu des tabous sur les cicatrices, sur les choses comme ça. Pour toi, c'est un bon signal? C'est-à-dire que les choses ont évolué depuis des années? Ah oui, 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 on est dans une ère vraiment révolutionnaire au niveau de l'acceptation. Après, elle est un peu contrebalancée, malheureusement, avec les filtres un peu qui déforment la réalité, qu'on voit sur TikTok, qu'on voit sur Instagram. D'ailleurs, je Mm. vous appelle à vous méfier quand même de ces filtres qui peuvent être super dangereux et qui déforment votre réalité. Et vous fiez pas non plus à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'on s'éloigne en vrai de la réalité. Mais à côté de ça, on voit beaucoup de diversité sur les réseaux et je pense que ça éveille quand même notre conscience Bien par sûr. rapport à la différence. On la tolère beaucoup plus, on l'accepte beaucoup plus. Là, typiquement, si on parlait des marques, moi, quand j'avais 16 ans, les pubs de Vénus à la télé, c'était I'm Your Venus, c'était des meufs qui faisaient du 34, qui avaient une peau parfaite et Ben qui n'avaient oui, pas de... Et donc, en fait, je me reconnaissais pas du tout parce qu'au final, c'était des femmes qui n'avaient pas de cicatrices, qui n'avaient pas de vergeture, pas de cellulite. Enfin, je me disais, waouh, ok, bah, c'est très loin de ce que j'ai moi sur mon corps. Et fatalité, aujourd'hui, bah, ça fait 2 ans et demi que je suis ambassadrice de Vénus, quoi. Et que ah, c'est génial. ils sont et qu'ils sont venus me chercher pour les représenter, pour représenter leur marque. Toute leur campagne, elle a été refaite. Au final, les pubs Vénus maintenant, il y a des femmes qui ont des cicatrices, du vitiligo, des poils, il y a des transgenres, enfin, il y a tout en fait. Il y a de la Il y a un diversité tout vrai simplement. changement en fait. Ouais, Il y a eu un vrai bien changement, un sûr. vrai déclic. Après, je pense que l'important, quand les marques elles s'engagent comme ça, bah, c'est de tenir le déclic. Quoi. C'est un déclic et après, il faut le tenir sur la durée. Ouais, bien sûr. Et je vois, qu'est-ce que tu aimes faire le plus sur tes réseaux sociaux? Je vois que tu as lancé un compte sans penser, donc sans comme le nombre. Oui, c'est un nombre, hein, sans. Ouais. Où tu partages des petits, enfin, des posts super bienveillants, super positifs. Pourquoi c'est important pour toi? Et c'est ça, j'imagine que ça répond à un besoin que tu vois sur les réseaux sociaux où il n'y a pas assez de bienveillance peut-être. Qu'est-ce qui te Moi, plaît le plus en faisant ça? bah, je pense qu'en fait, ce que j'aime faire sur les réseaux, c'est aider et transmettre, en fait, tout simplement. J'ai besoin de transmettre ce que la vie, elle m'a appris. Et j'ai plusieurs manières j'ai plusieurs manières de le faire. Je peux le faire à travers des textes immenses. Et je suis beaucoup d'ailleurs connue et suivie pour ça sur les réseaux parce que j'écris énormément. Mais je le fais tout autant.
je le fais tout autant par des citations parce que la citation très courte, elle a le moyen de faire résonner très très vite quelque chose en une personne et j'adore. Enfin, c'est ce format un petit peu que les citations, c'est un format très Instagram au final puisqu'on va très vite, on scrolle, on voit une citation, on la lit et puis voilà quoi. Exactement. Ah, c'est génial. Et donc sur ce compte, tu as combien d'abonnés sur les 100 pensées? Euh, 30, 35 000, un truc comme ça, non? 34, je sais Ouais, pas. ouais, Je c'est sais pas. énorme. C'est énorme. Et j'imagine que tu as une communauté qui est très proche de toi. Ça te fait beaucoup de bien. Ouais. Ça te motive au jour le jour. Est-ce que tu t'imaginais déjà faire ça avant, en fait? Parce que c'est un métier à part entière, j'imagine, influenceuse. Mm. Est-ce que tu aurais imaginé un jour Déjà, faire tout ça d'une épreuve, en fait? Parce que c'est ça, c'est-à-dire que tu as réussi à transformer quelque chose qui est euh, très dur, qui est dramatique, en quelque chose de super positif. Et comment aussi tu arrives, toi, à avoir cette attitude-là, en fait? Parce qu'on a tous envie d'être comme ça, avoir la force, mais comment est-ce qu'on a ce déclic-là, en fait? euh, La bah, question est longue. oui, non, mais je pense que le déclic, en fait, enfin, moi, mon déclic, c'est l'amour de la vie, quoi, au final. Mon déclic, c'est d'avoir eu envie de relever la tête et d'avoir eu envie de le partager avec les gens qui me suivent. Euh, Après, je m'imaginais pas être influenceuse parce que déjà, à l'époque, ça n'existait pas. Mais, euh, mais en fait, j'ai toujours su, alors là, vous le croyez ou vous le croyez pas, mais en fait, j'ai toujours su que, que j'aurais en fait une visibilité. Je savais pas si c'est parce que j'allais, je sais pas, percer dans la musique ou percer dans la gym, etc. Mais en fait, j'ai toujours su que bah, plus tard, mais ça, je le sais depuis vraiment, j'ai 8 ans, enfin, je le sais au fond de moi, que je savais que j'allais être un petit peu au milieu, genre, si je peux dire vraiment, genre, vraiment entre guillemets, des caméras. Je savais que j'allais avoir une visibilité et juste, je savais pas comment. Et donc, je pense qu'en fait, ce côté-là, de vouloir partager l'histoire et de savoir peut-être la partager de cette manière-là, je pense que peut-être au fond c'est inné puisque je le sais depuis des années quoi. Mm. Et voilà, et donc au final, je pense que ma plus belle récompense aujourd'hui, c'est de savoir que j'aide les gens, que je les inspire grâce à mon histoire, parce qu'au final, en les aidant et en les inspirant, ça a juste donné un sens à mon histoire. Et quand j'aide des Mm. gens, je me dis juste que ça m'est pas arrivé pour rien. Voilà. Et tu reçois beaucoup de messages de grands brûlés aussi qui passent par des Ouais, étapes. ouais, Tu totalement. t'en reçois beaucoup, ouais. Ouais, absolument. Mais après, je suis marraine aussi d'une association de grands brûlés, Burns and Smiles, ça s'appelle. Et en fait, on a des groupes fermés sur Facebook. Enfin, on a un groupe fermé où on se parle entre nous, on poste des photos, on se donne des conseils par rapport à des crèmes, etc. Et moi, j'ai ce rôle du coup de marraine. Voilà, et je suis très fière de ça, parce qu'au final, bah, je représente un peu un peu, je dis pas tout, mais voilà, j'ai un peu cette part et j'essaie d'apporter enfin, une visibilité aux grands brûlés en France et je les représente. Je suis un peu leur porte-parole au final et j'espère l'être du mieux que je peux. J'essaie de démocratiser ce que sont que les cicatrices, ce que sont que les brûlures et je suis fière en fait de tout ça parce que je me dis en fait aujourd'hui sans moi, mais qu'est-ce qui serait fait en fait Enfin, je vois pas encore assez de brûlés qui prennent la parole parce que le grand brûlé a tendance à se cacher. Je trouve ça tellement dommage. J'aimerais en fait, Ouais, j'aimerais c'est vrai, vraiment ouais. au fond de moi, je pense que j'aimerais qu'il y ait des gens qui en parlent, qui bougent les choses. J'en vois un petit peu, mais je trouve que c'est encore trop faible par rapport au nombre qu'on est, quoi. Bien sûr. Il y a à peu près combien de grands brûlés en France? En 400 tout cas, 000, de per... Combien tu dis? Il y a un petit... 400 000, Ouais, 1000 c'est quand grands même brûlés, beaucoup. 1000 grands brûlés chaque année. Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement, je ne sais pas si parmi ceux qui nous regardent, s'il y en a quelqu'un qui est concerné, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est grand brûlé ou qui a voilà, une apparence entre guillemets nouvelle avec laquelle il doit vivre? Quel conseil Mm. tu donnerais? Bah, en fait, tout simplement, je dirais que bah, c'est dur, en fait, de perdre. Enfin, si je m'adresse vraiment à quelqu'un qui a perdu l'image de soi qu'il avait avant, c'est très dur et c'est vraiment euh, un deuil qui met du temps, vraiment. Et j'ai mis du temps à me défaire de cette image que j'avais avant. Et je pense que j'ai guéri le jour où j'ai appris à regarder mes cicatrices sans revivre l'accident et sans revivre mon passé. C'est-à-dire que j'ai guéri le jour où j'ai vu mes cicatrices et que je ne me suis pas imaginé ma peau sans, simplement. Mm. Ouais, Et, euh, ok. et je dirais que voilà, c'est un deuil, donc c'est le temps qui fait les choses. Et je sais que cette phrase, elle est chiante et on me l'a tellement répétée, mais c'est vrai que le temps fait les choses.
Et je dirais aussi que la différence, c'est pas un frein à quoi que ce soit. Enfin, moi, je veux dire, aujourd'hui, si j'arrive à bosser avec des marques, si j'ai fait des défilés, si j'ai fait des photos, si j'ai des grandes marques qui viennent me chercher pour ce que je suis, pour mes cicatrices, elles viennent littéralement pour ça. Euh, bah, je pense que vous aussi, vous pouvez le faire et qu'en fait, le seul frein, enfin, les seules barrières, c'est vous qui les mettez. Ouais, c'est vrai, parce qu'on voit beaucoup de diversité sur les réseaux sociaux, Ouais, même sur TikTok, hein. Mais finalement, on peut regarder ce genre de vidéos, mais soi-même ne pas arriver à avoir ce cheminement-là et à nous accepter. Et totalement. j'invite ceux qui nous regardent vraiment à poser vos questions Mm. à toi, Julie. Euh, et tu parlais des grands brûlés. Quel autre conseil tu donnerais pour garder cette force au quotidien? Parce que c'est pas évident d'être toujours positif, d'être Mais toujours en confiance. Comment est-ce qu'on apprend à s'aimer en fait? C'est une grande question, mais c'est une vraie ouais, question. moi, c'est une grande question. Après, enfin, moi, je veux démentir ce côté-là. Je vais pas toujours bien. Je vais pas toujours bien. J'ai mes moments de down aussi. Je veux dire, moi aussi, je pleure. Moi aussi, des fois, ben, j'en peux plus, je craque. Et je pense que voilà, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est humain, en fait, tout ça. Aujourd'hui, on partage tellement de positif sur les réseaux que des fois, on se dit, moi, mais moi, je vais pas bien, ça craint. Genre, en mode, il faut pas, tout le monde va bien. Pourquoi moi, je vais pas bien? Je veux dire, moi aussi, enfin, il y a des fois où ça va pas et c'est humain de pas aller bien. Moi, c'est ce que j'essaie de transmettre sur les réseaux le plus vrai possible. Maintenant, comment on fait pour apprendre à s'aimer? Si j'avais la recette miracle, je vous la donnerais. Mais je pense que pour apprendre à s'aimer et à s'accepter, c'est aussi accepter qu'il y a des choses en nous ou sur nous qu'on acceptera moins qu'une autre, en fait. On n'est pas obligé de. Enfin, je veux dire, apprendre à s'aimer, c'est pas s'aimer tout, enfin, tout ce qu'on est. Mm, On peut très bien s'aimer et avoir des petites parcelles qu'on aime moins. Et ça aussi, ça fait partie de l'acceptation et de l'amour de soi. Je veux dire, c'est juste en prendre conscience. bien sûr. Et quels sont tes prochains projets sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais développer? Des rencontres, des choses comme ça? Il y a des trucs secrets, j'imagine. Ouais, euh, parce que j'ai beaucoup de choses sous embargo que Ouais, je peux pas télé, mais enfin, en tout cas, j'ai deux projets là qui arrivent, enfin, deux, trois. Bon, j'ai vraiment des projets qui arrivent sur le mois d'avril qui me comblent de fierté parce que j'imagine vraiment la petite Julie de 16 ans dans son lit d'hôpital si elle voyait ça, elle qui se reconnaissait dans aucune publicité, dans aucun truc, enfin, elle vrillerait quoi. Genre vraiment, elle serait trop trop fière et elle aurait beaucoup plus confiance en l'avenir. Donc là, c'est vraiment une belle revanche que je vais prendre sur les projets qui arrivent. Et après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, je pense que j'aurais envie de créer peut-être ma gamme de cosmétiques à terme. À terme, je ouais. pense que le jour où je lâche un peu les réseaux, enfin, je lâche un peu les réseaux, c'est-à-dire où j'en fais moins mon activité principale, le jour où je veux développer d'autres choses à côté, je pense que vraiment mon grand kiff, ça serait de développer ma marque de cosmétiques et de faire en fait, de créer genre une crème qui répond à beaucoup de problématiques. Et Euh, pour les grands brûlés ou Ouais, pour... pas même pour des peaux à tendance atopique, enfin, je veux dire, des peaux qui ont de l'eczéma, du psoriasis, je veux dire, ça concerne tout le monde, ça bien concerne sûr. beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense qu'en fait, j'aurais besoin de créer une crème quasi médicale au final, mais que les gens ont envie de mettre. Donc, je veux une texture fraîche, je veux un packaging frais, je veux que les gens ils aient envie de kiffer parce que moi, toutes les crèmes que j'ai appliquées en sortie d'hôpital, c'était des crèmes blanches, plâtrées, genre qu'il n'y Ouais, avait pas d'autre. j'allais te demander justement, est-ce que Ouais, et selon toi, j'avais aucune il y a les assez mettre, de quoi. produits, il y a assez d'accompagnement sur les grands brûlés? Non, il n'y a pas assez? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y Ouais, a c'est vraiment bien rien. ça. Ouais. C'est-à-dire qu'un grand brûlé, vraiment, moi, je pense que si je devais prendre soin de ma peau comme j'en prends soin, encore aujourd'hui, je pense qu'un pot de crème, un pot de crème, genre vraiment, genre le pot de crème lambda, genre, voilà, genre vraiment le pot de crème corps, je pense qu'il me fait, sans vous mentir, je pense qu'il me fait une semaine. Une Ah semaine, ouais, parce que je suis brûlée ouais, ouais. sur 40% du corps. Donc ça veut dire que si je dois en mettre sur toutes mes cicatrices, le pot me fait une semaine. Le budget que ça représente, et je suis C'est brûlée sur énorme. 40% du corps, hein, pas sur 80. Enfin, je veux dire, c'est. Et on n'est pas remboursé pour ça, donc c'est quand même J'allais te aberrant. demander justement, il y a pas de prise en charge. Tu dois, Non, toi, prendre en charge ouais, tous ces coûts. ouais, ouais. Ouais, c'est Donc c'est quand énorme. même aberrant. Voilà, donc moi j'aimerais changer les choses à ce niveau-là. En fait, j'aimerais pouvoir faire une crème qui est remboursée. J'aimerais, voilà. Enfin, j'ai envie de faire bouger les choses. J'ai envie qu'on se sente
qu'on se sente soutenu en fait quand on est brûlé parce que moi je l'ai trop vécu, j'avais l'impression d'être la seule brûlée de France alors que c'était loin d'être le cas et voilà. Ouais, j'ai vu, on a des petites lunettes tout à l'heure qui ont été envoyées. On a une question sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, de Ouais. Jux, qui te demande comment as-tu réussi à ne plus compter sur ton compagnon pour t'apporter du soutien. Je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment on arrive Alors, entre guillemets, à s'auto-suffire émotionnellement pour gérer ces petits tourments. honnêtement, j'apprends encore. J'apprends encore parce que c'est vrai que. Enfin, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'attends pas de mon copain qui comble tous mes manques de confiance en moi, tous mes doutes, toutes mes craintes du passé, tous mes cauchemars. Enfin, je veux dire, j'ai aussi appris à prendre soin de moi, à m'écouter parce que bah, si un jour, en fait, mon copain, on n'est plus ensemble et qu'il veut partir, il faut que je sache aussi m'occuper de moi-même. Donc, c'est pour ça que c'est important. En fait, moi, je pense à l'indépendance au final. J'ai besoin d'être. Il faut pas. En fait, je pense que c'est juste ne pas être dépendant de quelqu'un. Maintenant, évidemment que quand on sort dans la rue, que je suis en robe et que j'ai pas envie... et pardon, j'ai coupé et Ouais, que c'est enfin bon. ouais, quand je sors dans la rue, que je suis en robe et que j'ai pas envie de supporter le regard des gens, évidemment que tenir la main de mon mec et marcher fièrement à côté de mon mec qui plus est canon, je veux dire, forcément, ça aide de ouf de se sentir belle dans son regard, de se sentir aimée, de se sentir soutenue. Donc, je pense que c'est juste un juste équilibre à trouver au final dans tout ça. Mm. Ne pas dépendre de la personne, mais se sentir belle dans ses yeux et réconfortée. Je pense que c'est humain et que c'est vraiment cool au Bien final. sûr, bien sûr. Et on a Arthur Walter qui te demande est-ce que le regard des autres t'impacte-t-il mentalement? Même toujours. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des fois où ça va pas du tout m'impacter. Et il y a des fois où, en fait, ça va être la goutte d'eau, ça va être le regard de trop, ça va être l'enfant qui pointe du doigt, et ça va être trop, en fait. Et il y a des fois où je passe moins au-dessus que d'autres, et ça aussi, c'est humain, quoi. Et comment tu gères ces moments où il y a un trop-plein? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu le partages avec ta communauté? Ou est-ce que tu te mets un petit peu en retrait pour te La recentrer? ça m'est arrivé, c'était cet été, j'ai vraiment craqué en story, quoi. J'ai vraiment pris mon tel. Et en fait, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes au restaurant. Ça m'est arrivé au restaurant. J'ai fondu en larmes. J'ai pas su me contenir, mais c'était juste une fois de trop parce que, en final, ce regard, j'y suis habituée. Et là, Il y a une c'était trop. accumulation en fait En parfois. plein été, Mm. donc beaucoup de regards. Là, c'était le regard d'une enfant. C'était beaucoup. Elle m'a pointé du doigt. Elle est restée fixée vraiment sur les cicatrices, genre comme ça. Genre, elle bougeait plus. Et j'étais là en mode, oh là là, j'ai l'impression d'être un Ouais. monstre. C'est horrible, horrible, horrible. Et en fait, sa mère, elle l'a tiré par le bras, donc encore pire, parce que c'était genre en mode non, viens là, arrête de la regarder. Ouais. Si elle lui avait juste dit, bah, demande-lui, tu vois, enfin en mode vas-y, demande-lui ce qu'elle a. Enfin, je veux dire, c'est bon, comme ça, t'as ta réponse. Et en fait, elle a obligé sa petite après à venir et à Ah s'excuser. ouais. Oh, Mm. horrible, enfin vraiment C'était un horrible. J'avais moment l'impression gênant pour toi quoi. Ouais, C'était j'avais vraiment. l'impression d'être en fête de foire, quoi, donc c'était un peu chiant. Et en fait, quand je suis rentrée, j'en ai parlé en story et j'ai fondu en larmes. Mais après, moi, je m'en fous. Je suis quelqu'un de très entière, donc Ouais. il y a des fois, je vais préserver ma vie privée, je vais préserver mon intimité, mais moi, si je dois pleurer en story parce que c'est trop, je m'en fous, je pleure, pas grave. Et en fait, là, Ouais. j'ai craqué et j'ai dit, mais putain, mais. Enfin, en fait, je m'adressais vraiment aux parents, j'étais en colère parce que je leur disais, mais apprenez à vos enfants ce que c'est la différence, montrez-leur de la différence parce que au final, c'est vous qui créez les adultes de demain qui regardent mal, en fait, vraiment, parce qu'ils n'auront jamais de réponse. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai une amie à moi, donc c'est Roxane LMP sur les réseaux sociaux, l'atelier de Roxane, qui est du coup une maman, maman jeune, quoi. Et elle est maman de deux enfants, du coup, qui ont respectivement 14 et 10 ans. Et en fait, ce qui a été dingue, c'est que quand j'ai rencontré ces enfants, mais ils m'ont jamais regardé différemment. Enfin, je veux dire, j'étais en maillot devant eux à la piscine. C'était même les premières fois qu'ils me voyaient en maillot. Jamais, 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 ils ont eu un regard sur moi euh, étrange ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est juste parce que bah, mon amie, elle a fait, je pense, elle leur a donné Ce l'éducation. travail. Et oui, Ouais. elle leur a donné les réponses qu'il fallait donner. Et enfin, moi, c'est ce que je disais à ma pote. Je lui disais, mais tu peux même pas imaginer à quel point c'est bon de se sentir Mm. normal les yeux d'un enfant, en fait, vraiment, parce que moi, les enfants, ils ont tendance à me dévisager parce qu'ils n'ont pas les réponses. Et c'est pour ça que je suis très C'est ça. reconnaissante des réseaux sociaux, en vrai, aujourd'hui, parce que les réseaux aident vachement à tout ça. Ouais. Est-ce que Beaucoup tu de... aimerais, par exemple, échanger, ou peut-être que tu l'as déjà fait dans des écoles pour parler aux enfants? C'est Ouais, quelque bah, chose.
Alors, en vrai, ça, malheureusement, c'est juste une question de temps. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de Ouais. le faire parce que je suis en plein, justement, dans le boom de cet essor. J'ai beaucoup de choses qui se passent, autant en perso qu'en pro. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais je sais qu'à terme, le jour où les réseaux, ça me gonfle, parce que ça peut me gonfler. Je suis très changeante. Donc, ça peut. Enfin, ce côté un peu jugement, justement, des gens sur tout ce qu'on fait, tous nos faits et gestes peut un jour faire que j'aurais plus envie d'en Un faire mon trop-plein, quoi. activité principale. Je sais que je m'en servirai toujours comme support, Ouais. mais peut-être Mais qu'après je deviendrai différemment, quoi. plus, voilà, peut-être qu'après je serai plus influenceuse, peut-être qu'après je serai beaucoup plus dans l'associatif, dans le partage de certaines informations. Ça peut changer, ça peut évoluer. Et je pense qu'à ce moment-là, je vivrai, je pense, de mes conférences, voilà, de conférences en entreprise, pour essayer de former les marques justement à la différence, à des témoignages dans les écoles. Et voilà, et je pense que ça peut bercer, ou dans les hôpitaux, typiquement, parce que j'ai beaucoup de choses à Mm. faire, changer dans les hôpitaux aussi. Et C'est vrai, dans la prise en ouais, charge, tu trouves qu'il y a encore des choses à transmettre pour la prise en charge des grands brûlés? ouais, totalement, Ouais. totalement. Ouais. Et Et on a même, une question. Oh, pardon, même je t'en prie. en général. Ouais. Et Voilà. justement, par exemple, si on est parent, comment est-ce qu'on peut parler à son enfant des brûlures? Comment est-ce qu'on peut justement le sensibiliser à ces questions-là? Est-ce que tu aurais des conseils à donner, des choses Bah, en fait, tout simplement, si un jour votre enfant vous demande, il voit quelqu'un dans la rue différent, lui tirez pas le bras et juste apportez-lui cette réponse. Même si cette réponse, vous devez lui donner plus tard, n'oubliez pas de lui donner cette réponse parce que bah, le tirer par le bras, c'est le laisser sans réponse à tout ça. Et donc, cette question, il se la posera toute sa vie jusqu'au jour où il sera adulte et il verra quelqu'un de différent et il va bloquer dessus et ça fera du mal à la personne en face. Je pense que voilà, c'est juste nécessaire d'essayer d'expliquer qu'il y a des gens qui sont différents parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des accidents de vie, parce que voilà, Bien il y a des sûr. handicaps et c'est important de donner les réponses là-dessus. On a une question de Vanessa qui te demande si ça t'arrive encore de cacher tes cicatrices, hein, ou c'est vraiment quelque chose qui maintenant est loin de toi. Alors, non, on va pas dire que c'est loin de moi, puisqu'il y a toujours des moments où c'est plus facile que d'autres. Donc, par exemple, enfin, j'allais dire quand je sors en soirée, ça n'arrive plus avec le Covid, mais quand je sortais, quand je sors vraiment, monde de la nuit, etc., il y a vraiment des fois où je me dis, ah, peut-être je vais pas mettre un haut à bretelles, peut-être je vais mettre un t-shirt, tu vois, juste pour couvrir mes épaules, parce que flemme d'avoir trop de regards, en fait. Ouais, Et après, c'est marrant aussi, mais maintenant, il y a un peu un double truc, c'est que quand je mets des t-shirts, on me reconnaît moins en tant que 12 c'est vrai. février, je veux dire, que quand j'ai des bretelles, parce qu'en fait, les cicatrices sont tellement voyantes, on dit ah putain, 12 février et tout. Et quand t'as un petit coup de trop dans le nez et qu'on te reconnaît, bon, des fois, il vaut mieux avoir un petit t-shirt pour essayer de passer outre. C'est incroyable. Et justement, sur le nom de ton compte, 12 février, comment ça t'est venu cette idée de dire, bah, en fait, je vais m'appeler, entre guillemets, par le nom de mon accident et pas par mon nom à moi, pas par Ouais. Julie Bourges. À la base, à la base, c'est un moyen de rester anonyme vis-à-vis de mes parents et de mes potes parce que je voulais que personne sache. Donc je me suis dit, vas-y, 12 février, qui c'est qui va aller chercher ça? Et jusqu'au jour où Finalement. Thibaut m'a partagé et qu'en fait, là, je me suis dit, ah merde, bah, l'anonymat, c'est C'est foutu. pas. Ouais, c'est fini, ouais. Et au final, ça a eu un autre sens. Ça a eu un sens, le sens d'un nouveau départ aussi. Donc, ça a marché, quoi. Super. Je crois que ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Ça Ah passe ouais? très très vite, ouais. Alors, bon, attends, on a une question de Anne. Y a-t-il des moyens chirurgicaux qui permettent de restaurer son apparence? C'est une Ouais, très bonne total. question. Philosophique même, c'est une très bonne question. Ouais. Il y en a. Il y en a. Maintenant, bah, question philosophique, donc je vais répondre par de la philosophie parce que j'aime bien. Mais voilà, je préfère passer ma vie à apprendre à m'aimer plutôt que de la passer sur une table d'opération à essayer d'apprendre à me changer. Voilà. Incroyable. Très belle phrase. Et justement, pour terminer ce live, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, même je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, où on a un peu des complexes, on a du mal à s'accepter. Quelle est vraiment, toi, la phrase ou la citation qu'il faut se rappeler tous les matins en se regardant pour passer une bonne journée et pour apprendre à s'aimer? Parce que je pense que c'est, Ben, c'est la quête de toute une vie. ouais, ben, une des citations que j'ai écrites du coup dans mon livre, c'est je ne voyais plus ce qu'il y avait de beau en moi. J'ai compris plus tard que c'était parce que rien dans ma façon de penser ne l'était. Hmm. Et en fait, je pense que c'est une des phrases que vous pouvez vous rappeler chaque jour.
puisque moi, quand je l'ai écrite, enfin, que je l'ai inventée, puisque c'est clairement mes mots et c'est ma citation, quand je l'ai écrite, elle a vachement résonné en moi comme l'histoire de ce que j'ai traversé, dans l'histoire de mon accident, dans l'histoire de mon acceptation. Et en fait, je pense que trop longtemps, j'ai dissocié mon corps de mon esprit, tout simplement. Et je comprenais pas que d'abord, il fallait que je soigne ma tête Hmm. avant d'accepter mon corps. Et je l'ai compris plus tard. Et donc, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Ah, c'est génial. Et on va terminer avec une dernière question qu'on nous a posée, qui est intéressante aussi, toujours de Ambre. Y a-t-il des risques en plus par rapport à l'exposition au soleil avec tes Ouais. brûlures? J'imagine que c'est, comme tu dis tout à l'heure avec les crèmes, au Mhm. quotidien, il faut De prendre soin protéger. de ton corps. Bah, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit se protéger du soleil. Le soleil est devenu genre, hyper nocif comparé à quelques années en avant, bien qu'il n'a jamais été sans danger. Quand on a des cicatrices et des greffes de peau, il faut juste faire attention et s'en protéger peut-être un peu plus que la moyenne. Après, moi, je suis pas une fada non plus. Enfin, je veux dire, voilà, mais je fais pas la crevette au soleil. Je m'expose pas. Mais je sais que voilà, quand je vais aller faire des randos, quand je vais aller à la plage, parce que je m'empêche pas d'aller à la plage, mais je sais que voilà, je vais me protéger, je vais mettre de la crème solaire sur la quasi-totalité de mon corps, parce que sinon il y a des risques forcément de cancer de la peau, enfin beaucoup plus prononcés que de base avec le soleil sur une peau saine. Bien sûr. Merci beaucoup, Julie. C'était vraiment un plaisir Euh, d'échanger avec toi. Je pense que tout ce que tu nous as raconté, ça a vraiment aidé tous ceux qui doivent se poser des questions. ben, j'espère. Merci encore. Merci à tous ceux qui avaient regardé ce live. Merci aussi à mes équipes, mes collègues qui étaient là à regarder ce live. Je vous remercie. Merci Julie. Je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite pour un live de France Info. Allez, bah, tout pareil, hâte de voir le Merci prochain. Julie. Bon Ouais, week-end. merci. Bon week-end. Bye bye. Bye.